sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 19 juillet et comme chaque mercredi, nous allons ouvrir notre page consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier qui nous parlera aujourd'hui du permis de travail. Alors qu'est-ce qu'un permis de travail? Qui peut prétendre au permis de travail? Maître Marcel Poirier répondra à toutes vos questions et puis en seconde partie, restez avec nous. Sylvie Delenclos me rejoindra pour nous concocter sa recette qu'elle a elle-même élaborée. Aujourd'hui, c'est une recette de gâteau aux 3 chocolats. Elle viendra nous détailler toute la recette. Ne manquez pas donc la chronique de Sylvie Delenclos. Et nous, on se retrouve juste après ça. Ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, nous ouvrons tout de suite notre page consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui, nous allons développer le permis de travail. Donc on va déjà un petit peu préciser, parce qu'on a l'habitude de parler souvent des visas avec vous. Mais le permis de travail, c'est pour les dépendants, des personnes qui ont des visas. Donc vous allez nous développer un petit peu à quoi sert ce permis de travail. Tout à fait. Alors, le permis de travail est un concept qui est un peu mélangé par les clients. Alors, c'est un concept qui existe dans d'autres pays du monde, comme au Canada, je crois aussi en Australie, où les personnes sont en mesure de demander directement à l'administration du pays un permis de travail qui leur donne le droit d'aller travailler n'importe où. Alors, souvent, les gens me disent, nous avons seulement un permis de travail temporaire ou après, nous pouvons aller chercher du travail. Alors, aux États-Unis, c'est à l'envers. Pour avoir un permis de travail, c'est vraiment un visa. Alors, il faut avoir un emploi, il faut avoir une offre d'emploi et demander un visa de travail. Ce n'est pas un permis de travail. Le concept existe, mais seulement pour les dépendants de gens qui ont déjà des visas ou pour les gens qui sont en changement de classification d'un visa non immigrant à la carte verte. Alors, effectivement, le permis de travail, le concept existe, mais pas dans le même sens que les gens sont habitués de voir peut-être dans d'autres pays. Donc, ne pas confondre le permis de travail temporaire au Canada avec le permis de travail sur le sol américain. Ça, on l'aura compris, c'est pour donc les dépendants ou quand on est en changement de statut, c'est ça? Alors, pour les dépendants, mais pas tous les visas, il me semble, c'est ça? C'est ça, pas tous les visas. Alors, les visas E2, les visas L1 et les visas J1, donc, les eux, ils peuvent demander, les Et dépendants peuvent demander un permis de travail c'est ça. pour le E2, L1
Et J1. Et J1, mais pas les enfants. Alors, les dépendants, nous parlons de époux, épouses, mais pas les enfants de ces gens qui détiennent ce type de visa. Alors, souvent, nous avons des jeunes de 16-17 ans, les parents nous demandent « Oui, mais nous aimerions qu'ils aillent travailler un tout petit peu. » Ils n'ont pas droit au permis de travail, sauf dans le changement de classification. Quand vous avez des dépendants enfants, même des petits, et qui sont en changement de classification d'un visa non immigrant à la carte verte, à ce moment-là, les dépendants enfants peuvent accéder au permis de travail, même s'ils sont très jeunes, parce que le permis de travail leur donne le droit d'aller chercher un numéro de sécurité sociale, ce qui est important. Alors, même pour les époux-épouses de mes clients qui sont en visa, E2 ou L1, je leur conseille quand même de demander ce permis de travail. Même pour ceux qui ne veulent pas travailler. Alors, ce qui est important, une fois que ces gens-là obtiennent, les dépendants épouses, époux obtiennent le permis de travail, ils ont le droit de travailler avec leur mari ou leur femme dans l'activité commerciale pour laquelle les gens ont obtenu un visa. Ils peuvent travailler pour eux-mêmes ou ils peuvent également aller travailler à l'extérieur. Alors, ils sont complètement ouverts avec ce permis de travail. Ils ne sont pas limités à un emploi ou à une société. Alors, un des points qu'il faut mentionner, c'est que souvent, nous avons des clients qui sont propriétaires d'une affaire à 50-50. Oui, le mari et la femme, actionnaires à 50-50. Alors, souvent, les gens pensent, bon, je suis actionnaire, j'ai obtenu un visa avec mon mari en tant que dépendant, je peux travailler dans le restaurant ou dans l'affaire avec mon mari. Non. Il faut un permis de travail. Le fait d'être actionnaire à 50% ne donne pas également le droit au permis de travail. C'est fait une fois arrivé aux États-Unis. Ce n'est pas automatique. Souvent, les clients pensent, en ayant le visa laminé dans leur passeport, dépendant E2 ou dépendant L2, par exemple, ils ont le droit tout de suite de travailler. Il faut envoyer une demande à l'administration américaine qui est faite par courrier. Et justement, comment on effectue cette demande? Quels sont les documents à rassembler? Le plus important, qui est obligatoire, c'est l'acte de mariage. Et c'est l'acte de mariage intégral. Ce n'est pas un extrait comme les Français ils ont dans leur livret de famille. Il faut s'assurer d'aller à la mairie avant d'arriver aux États-Unis, avoir l'acte de mariage intégral, sinon on est en mesure de le demander sur Internet. Il faut que ce document soit traduit en anglais, certifié. Après, il faut avoir le passeport, le visa et le I-94. Alors, encore une fois, le I-94, nous en avons déjà parlé auparavant. Il faut qu'ils l'impriment. Quand ils arrivent aux États-Unis, il faut qu'ils impriment ce document sur Internet, sur le site du CBP, parce que ça fait partie des documents nécessaires avec 3 photos, passeport, que c'est un package, un formulaire et des frais d'immigration qui devront être envoyés à l'immigration américaine. Et les frais d'immigration, généralement, ce sont les mêmes pour tous les permis de travail? Sauf dans le changement de classification. Normalement, c'est dans les 400 $, mais quand vous les envoyez par rapport au changement de classification de la carte verte, ça fait partie du 1 300 $ que les gens doivent payer pour avoir le changement de classification aux États-Unis. Alors, une fois les documents rassemblés, il faut envoyer la demande à l'immigration américaine et l'attente est de 90 jours. C'est pas immédiat. C'est long quand même. C'est assez long. Alors, quand les gens arrivent aux États-Unis, oui, ils ont le droit d'accéder au permis de travail, mais ce n'est pas immédiat. Ils ont quand même 90 jours d'attente et le permis est valide que pour 2 ans. Même si les gens ont un visa dans leur passeport de 5 ans, le permis de travail n'est pas la même durée que le visa. Et souvent, ils ne font pas attention. Ils ne voient pas qu'il y a une durée limitée et ils disent « oui, mais mon visa est pour 5 ans ». Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même durée. Imaginons que j'obtienne un visa E2 avec ma femme. Donc j'ai le visa E2, je viens sur le territoire. À ce moment-là, je peux demander un permis de travail pour ma femme ou je peux anticiper la demande et la faire en dehors du territoire américain? Non, la demande doit être faite une fois arrivé aux États-Unis parce qu'il faut avoir le I-94. Le I-94 fait partie des documents qui devront être envoyés pour la demande du permis de travail. Dans tous les cas, les 3 premiers mois, la personne dépendante ne peut pas travailler. Ne peut pas travailler. Et en plus, le visa est que pour 2 ans. Alors, il faut faire attention à cette date parce qu'il faut demander le renouvellement 90 jours avant. Il faut anticiper pour ne pas faire un travail illégal. Pour ne pas avoir une période entre les permis de travail de 90 jours où les gens n'ont pas le droit de travailler et s'ils continuent à travailler, ils travaillent illégalement parce que le droit de travail s'est arrêté. Alors, il faut être vigilant, que les gens fassent bien attention de regarder leur date, de bien noter et d'anticiper le renouvellement bien avant l'expiration des 90 jours. Est-ce qu'il y a des cas de refus pour ce permis de travail? Non, c'est automatique, à moins que la personne aurait peut-être un casier judiciaire ou des choses comme ça, mais c'est automatique. C'est que dépendant avec l'époux-épouse. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est conjoint de fait au Canada, le PACS. Ces gens-là ne sont pas reconnus comme époux-épouse. Il faut vraiment avoir l'acte de mariage, un mariage en bonne et due forme avec les documents nécessaires, sinon ils ne sont pas en mesure d'accéder au permis de travail. Donc à renouveler tous les 2 ans, anticiper 90 jours à l'avance pour ne pas être dans un travail illégal. Il y a également, quand on est en changement de statut d'un visa immigrant vers une carte verte,
vous me disiez qu'il y avait aussi cette histoire de voyage, c'est ça, de permis de voyage? Alors ça, c'est un petit peu mêlant pour les gens parce qu'il y a quelques années, il fallait avoir un permis de voyage qui était un document séparé du permis de travail. Aujourd'hui, le permis de travail, quand les gens sont en changement de classification à la carte verte, ils ont intégré le permis de voyage dans c'est une carte en plastifié qui ressemble à un permis de conduire américain et c'est marqué tout en haut « Employment Authorization », droit de travail. Et en bas, il va avoir le droit de voyager, le Re-Entry qui s'appelle un I-131 et c'est indiqué tout en bas de la carte. Si les gens n'ont pas cette indication sur cette carte, ils n'ont pas le droit de voyager. Alors, s'ils sortent des États-Unis et qu'ils n'ont pas cette indication, ils ne seront pas en mesure de revenir et ça peut être considéré abandonner la demande de carte verte. Alors, il faut bien regarder avant de sortir des États-Unis que le permis de travail a bien cette notation tout en bas qui s'appelle Re-Entry, I-131, pour être en mesure d'utiliser le document, la carte pour entrer et sortir des États-Unis. Donc à bien vérifier, on parlait également des permis de travail pour les dépendants des visas E2, L1, J1. C'est ça. Pour les autres, ça se passe comment? Ils n'en ont pas. Alors, c'est un peu une des questions que les gens nous reviennent. Pourquoi les O1, les P1, les H1B, les TN pour les Canadiens? Ils n'ont pas le droit, ce n'est pas dans la législation. Alors, ils ont rajouté des catégories, ils ont rajouté par exemple les J1, mais les autres catégories de visa, ce n'est pas possible. Alors, les gens peuvent venir aux États-Unis, les dépendants peuvent venir habiter aux États-Unis, résider à l'année. Ça leur donne le droit à la scolarité, mais pas au droit de travail. Alors, ce n'est pas tous les visas que les épouses ont un droit de travailler. Il n'y a pas de dérogative en fait, il n'y a pas de solution annexe pour... Non, c'est une législation. Si les gens veulent travailler, ils sont obligés de demander leur propre visa, alors ou un visa investisseur ou un visa séparé. Et pour les enfants, donc, on le répète bien, ils peuvent demander le permis de travail que dans le cas d'un transfert, d'un changement de statut. C'est ça. Entre le visa immigrant et la carte verte. Dans les autres cas, ça ne fonctionne pas non plus pour les enfants. Et ils n'auront pas droit au numéro de sécurité sociale. Ça, c'est bien important. Les enfants vont venir, ils auront le droit à la scolarité, ils auront le droit d'avoir un permis de conduire à l'âge de 16 ans, mais toujours sans numéro de sécurité sociale. Alors, il faut absolument, pour faciliter les choses aux États-Unis, aux parents, ils peuvent demander ce qu'on appelle un ITN, un numéro de taxe individuel pour les enfants, mais ils n'auront jamais droit au numéro de sécurité sociale tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas en procédure de carte verte. Si nos téléspectateurs ont d'autres questions par rapport à ce permis de travail, comment peut-on vous contacter, Maître? Alors, par téléphone au 305-854-4445 au bureau ou sinon sur mon site Internet à marcelpoirier.com. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le permis de travail. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur l'immigration aux États-Unis. C'est un plaisir. Merci, Grégory. Merci, Maître. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954-237-0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach.
Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Voilà, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour et tout de suite, on passe à table avec Sylvie Delenclos comme chaque mercredi. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Je vois que vous nous avez encore concocté une petite merveille cette semaine. Un beau gâteau. Un gâteau mousse. Un gâteau mousse, et je l'ai précisé, c'est une création oui, maison. Alors, c'est 3 chocolats. Oui. Voilà. Donc un gâteau 3 chocolats, une petite création voilà, que vous avez eu envie de nous faire ce matin et qu'on trouve qu'ici, c'est ce que je disais. Bon, alors je pense que c'est faisable plein d'autres pâtissiers parce que ça n'a rien de très difficile. Il est parfait ce gâteau aussi. Donc on va développer un peu chaque couche. Pour le chocolat noir, on a… Alors chocolat noir, un brownie. Comme ça fait la base. Donc le brownie, c'est un gâteau américain qui a été créé en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle, voilà. Et en fait, c'est une pâtissière dans un grand hôtel de Chicago. Ah, moi j'aime bien les petites histoires de Vous Sylvie. aimez les histoires, oui. Donc alors, cette pâtissière, elle a fait quoi à Chicago? Elle a fait une bêtise, c'est pas la bêtise des sœurs Tatin, c'en est une autre. Elle a tout simplement oublié la levure. Dans la pâte? Dans la pâte. Donc finalement, ça nous a fait quelque chose d'assez plat. Un petit gâteau un peu plat, donc pas très présentable. Alors elle a tout simplement eu l'idée de faire des petits carrés. Elle a présenté ces petits carrés. Et puis là… Ça a été un succès ça a été fou. Un succès, oui, parce qu'en fait c'est un gâteau quand même qui est très, très moelleux, très, très fondant. C'est quelque chose qu'on met au four, la préparation la met au four 15 minutes. Ah oui. Alors, on va parler de la recette maintenant ou vous voulez partir au-dessus? On va partir au-dessus et on fera la recette après. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, pas de souci. Ça vous va? Donc après, on a une mousse chocolat de lait? Alors, une mousse au chocolat au lait. Chocolat au lait. On ait donc cette différence de couleur. Et puis, en dernier, une mousse au chocolat blanc. Donc tout bonnement, donc les 3 chocolats. Voilà. Voilà, il y avait vraiment le brownie où on avait la petite anecdote un petit peu sympa sur l'histoire. Pour le reste, la mousse, c'est de la mousse. Ah, pas non, vraiment. pas vraiment. Allez, c'est ce que j'allais vous dire. Votre mousse au chocolat blanc, il me semble que vous la défendez, c'est ça? Oui, toutes les mousses, parce qu'en fait, elles sont faites avec ce qu'on appelle une pâte à bombe. Ça me fait un peu peur les termes, mais oui, donc ça correspond à quoi? Les pâtissiers savent ce que c'est qu'une pâte à bombe. C'est-à-dire que je ne suis pas pâtissier, vous l'aurez compris. Pour les 2 mousses, on parle de pâte à bombe. Dans tous les cas de mousse, c'est une pâte à bombe. C'est une pâte à bombe. Donc c'est quoi, Sylvie, cette pâte à bombe? Alors, une pâte à bombe, si vous voulez, la mousse au chocolat classique, comme on l'a fait à la maison rapidement. Le chocolat qu'on fait fondre, on ajoute les jaunes d'œufs et les blancs, on les bat en neige. Bon, là, c'est un peu plus pâtissier. C'est le level au-dessus. Alors, on démarre avec la mousse, alors, vous préférez le brownie après? On est parti sur la pâte à bombe, on verra le brownie après. Bon, alors, cette pâte à bombe, vous prenez, il faut bien écouter parce que c'est très précis. Alors, on fait bouillir 57 g d'eau, 57 g de sucre cristallisé. Quand tout cela arrive à une température de 118 degrés, vous faites exprès, 57, 118 degrés, voilà. Je retiens. On mélange, on bat plutôt avec 3 jaunes d'œufs. Okay. Donc il faut battre jusqu'à ce que ça monte. Okay. Ça va faire une très belle mousse blanche. Tout simplement? Tout simplement. Ensuite, on y ajoute 100 g de chocolat que l'on aura fait fondre. Alors là, il y a une fois chocolat au lait, une fois chocolat blanc. Mais on peut faire aussi une belle mousse au chocolat noir avec cette recette. Donc, lorsque l'on a cette belle mousse, on y ajoute 100 g de chocolat fondu, puis 3 feuilles de gélatine,
Donc ici, on ne trouve pas la gélatine en feuille. On en trouve dans les magasins, dans les supermarchés. On trouve de la poudre de gélatine. Oui. Donc un petit sachet, en général, c'est 6 grammes. Donc c'est suffisant. Donc ce petit sachet de poudre ou la feuille de gélatine, on mélange dans l'eau et puis on l'ajoute à notre chocolat fondu. Et là, on a obtenu… On l'ajoute à notre fameuse mousse, notre première mousse. Puis on ajoute encore 188 grammes de crème montée. Ne riez pas. Je ne ris pas, mais c'est très précis. Je m'en rends bien compte. Voilà. Et puis après, vous avez votre mousse. Alors, donc, vous avez dit 188 grammes de crème montée. De crème liquide. Ici, on appelle ça la heavy cream. OK. Heavy cream. Mais bon, après, en France, c'est la crème fleurette. Voilà, liquide. Et la différence entre… Donc là, on en a terminé pour notre mousse. Alors, notre mousse, on en a terminé. Donc, en fait, si vous voulez, si vous faites une belle jatte de mousse au chocolat, que ce soit blanc, au lait ou noir, bon, voilà, vous mettez au frais. Et puis, au bout de quelques heures, vous pouvez la déguster. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on fait par couche. Donc, forcément, on va mettre la première couche. On la laisse bien refroidir et ensuite seulement, évidemment… Oui, on ajoute la seconde couche. Et la différence entre la pâte à bombe et la mousse au chocolat La mousse au chocolat traditionnelle, c'est donc le chocolat au lait avec les blancs en neige. C'est beaucoup moins bon, franchement. Ça vaut la peine. Non, mais ça vaut la peine de prendre le temps. Oui. Et puis, si vous ne la mangez pas de suite, le lendemain, les blancs vont retomber. C'est plus terrible, quoi. Bon, la pâte à bombe, je retiens. Voilà, la pâte à bombe. Donc on est bon pour la mousse, on peut passer au brownie. Alors le brownie, la mousse au chocolat, il faut quand même savoir, les premières mousses au chocolat, elles ont été faites au XVIe siècle. Mais c'est vraiment un pâtissier qui servait Louis XVI, qui l'a créé, c'est Charles Fazy. Charles Fazy en… 1825. Oula. Eh ben oui. Des dates, des chiffres. Et je dis tout, la cuisine. Faites bien, Sylvie. Exactement. Très bien, donc on est complet sur la mousse. Je pense. On passe au brownie. Alors le brownie. Le brownie, donc c'est un chocolat, c'est un gâteau au chocolat fondant, mais qui est très très riche en chocolat, qui est riche en tout. Vous allez voir. Oui, je sais. Sur ce petit gâteau, 250 grammes de beurre. Sur cette petite… D'accord. 250 grammes de chocolat noir. Alors, il ne faut pas prendre du chocolat amer, c'est pas très bon. Il faut prendre un chocolat à 60%. D'accord. Voilà, 60% de cacao. 60-64% de cacao. Donc, on fait fondre notre chocolat dans le beurre. Oui. Donc, 250 grammes de chocolat, 250 grammes de beurre. On y ajoute 150 grammes de sucre poudre. Oui. Et puis 60 grammes de farine seulement et 3 œufs bien battus. On bat tout ça. Alors on bat tout ça et puis on met soit dans un moule, si vous voulez juste le brownie, après on coupe en carré, bon, etc. Moi là je l'ai mis tout simplement dans un cercle, parce qu'après donc pour faire les couches successives. Voilà, pour faire les couches. Au niveau de la cuisson du brownie. Alors le brownie, très rapide, à 360 degrés et ça cuit 15 minutes. Seulement. C'est très rapide. Donc quand il sort, en fait, on a l'impression qu'il n'est pas tout à fait cuit parce que le dessus va être un petit peu tremblotant, mais on laisse comme ça. On plante un couteau pour voir quand même… Même pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que le couteau, ça va faire tout… On croit que ce n'est pas cuit. Donc évitez ça. 15 minutes. Et c'est bon. Ça marche. Donc après, on laisse refroidir. On laisse le refroidir. Ensuite, dans notre cercle, on va mettre une bande de rhodoïde. Oui, donc ça, c'est le film plastique. Voilà. Et puis, on y met notre première couche de chocolat au lait. Exactement. On laisse refroidir et on met notre couche de chocolat blanc. Et on agrémente forcément. Alors après, bon, une petite décoration. Là, j'ai mis des fraises. Elles ont trempé dans… des belles fraises en ce moment. Elles ont trempé dans rien du tout. Elles sont juste laquées pour briller. Alors, soit on a un produit spécial. Si on n'a pas, à la maison, on fait chauffer un petit peu de gelée d'abricot avec un petit peu d'eau. On laisse tiédir et hop, un petit coup de pinceau. Un petit coup de pinceau sur les fraises, ça brille et c'est très joli et ça donne
bien envie en tout cas, Sylvie. Cette recette est à retrouver sur votre page Facebook. On va la mettre sur la page Facebook. Comme à chaque fois, sur la cuisine de Sylvie. Oui. Et pour vous contacter, si on souhaite déguster cette création ou toute autre comme création de d'habitude, Sylvie. 954 579 23 11. privetechefsylvie@gmail.com, il y a aussi mon site. Et puis quand même une petite annonce, c'est qu'entre le 1er et le 31 août, je vais offrir un gâteau à toutes les personnes qui vont me commander un cocktail pour 10 personnes minimum. Eh bien c'est noté. On peut participer? Je peux participer? Je peux gagner un gâteau, très bien. Bon, bah, c'est noté. En tout cas, merci Sylvie. Et je tenais également à vous féliciter. Pour? Vous ne savez pas pourquoi? Non. Bah, je vais vous féliciter pour la tenue. Ah, ça y est. Vous êtes revenu en tenue de chef. Oui, parce que voilà, dans ma famille, tout le monde me dit pourquoi? Vous étiez en couleur, comme ça, vous arriviez, c'était les vacances, on s'amusait bien. Voilà. Non mais très bien, merci beaucoup Sylvie en tout cas. La recette à retrouver sur la cuisine de Sylvie. Exactement. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette salée cette fois, oui. Bien. Merci Grégory, merci bonne journée. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Le Mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. En attendant, retrouvez cette émission en podcast sur notre page Facebook floride.tv et n'hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre toutes vos questions sur floride.tv@gmail.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et comme prévu, on se retrouve demain dès 9h. À demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine